Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Iris. Iris vient nous parler de ses foulées, ce projet sportif et solidaire lancé avec Défragmenté, l'association dont je fais partie, qui accompagne les victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais Iris est aussi et surtout là pour poser sa parole, parce qu'elle aussi a été victime, et que ce qu'elle porte aujourd'hui, ce qu'elle traverse encore peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Iris raconte la levée d'une amnésie traumatique comme une déflagration à plusieurs étages. La sensation de marcher sur un champ de mine invisible, malgré les efforts, malgré les années. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Iris. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Écoute, je me sens plutôt bien. J'ai toujours un peu le trac quand je vais répondre à des questions pour une entrevue, mais je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Très heureuse de te recevoir également, et vraiment, ne t'inquiète pas, c'est pas une entrevue, c'est une discussion très chill entre nous finalement. Avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, si tu en as envie bien sûr. Oui, avec grand plaisir. Je suis Iris Mililoba. Voilà, je suis une quarteronne très très blanche. Ça a une importance quand même, cette histoire de mes origines. Donc je suis la fille d'un homme blanc et d'une femme métisse. Et puis voilà, je suis aventurière. J'ai fait de nombreuses longues marches, de nombreux voyages et de nombreuses courses. Bien que je sois absolument pas une athlète aguerrie, j'ai encore du chemin pour m'endurcir et avoir des motivations intrinsèques. T'es sur la bonne voie quand même. Merci. Et puis voilà, je suis aussi autrice. J'écris depuis que je suis toute jeune. J'ai été artiste et je considère que j'ai encore une vie d'artiste, d'esthète. Et par ailleurs, je suis coach, accompagnante, facilitatrice, méditante. Voilà, c'est... Donc j'ai plein de casquettes dans ma vie, comme bien de gens qui travaillent à leur compte. Oui, plein de casquettes. Et bien que j'en porte jamais des casquettes, donc ça me fait rire cette expression. Et voilà, donc c'est comme ça que je me présenterai. J'ai un côté très caméléon, et du fait de mon vécu, je me suis souvent suradaptée, ce qui a donné ce côté caméléon. Ouais. Voilà, puis je suis quelqu'un qui accorde énormément à la fois d'importance au fait de s'exprimer, mais aussi d'écouter. Je crois que c'est une des choses les plus précieuses dans ma vie. L'écoute de soi, l'écoute des autres, et finalement peut-être plus que la parole. C'est vraiment ça qui m'occupe le plus aujourd'hui. Et ça peut sembler paradoxal puisque je mets beaucoup d'efforts pour prendre la parole dans les différents domaines de ma vie, mais vraiment pour amener à plus d'écoute en fait. Et l'écriture d'ailleurs, qui est si importante dans ma vie, c'est avant tout une pratique d'écoute pour moi. Oui, effectivement. Merci Iris pour cette présentation. Et bien, si t'es prête, je te laisse nous raconter ce qui t'est arrivé. Alors, comme je te le disais un petit peu en off, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Et on viendra ensuite sur notre collaboration avec Défragmenté. Avec grand plaisir, Romane. Alors je dis de plus en plus que toutes les familles sont dysfonctionnelles. Donc, malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des choses que j'ai vécues qui sont finalement systémiques et pas propres à moi. Parce que, donc, ce qui m'est arrivé, c'est de vivre, de grandir dans une famille avec énormément de violences intrafamiliales que j'identifiais pas toujours en tant que telle. Alors, je me rendais bien compte qu'il y avait de la violence. J'ai été une enfant qui avait très peur, qui était particulièrement docile.
et qui passait énormément de temps toute seule à un âge où on ne devrait pas se retrouver toute seule. Ouais. Je sais ce que c'est d'être le parent d'un de ses parents, je sais ce que c'est de vivre constamment dans l'angoisse qu'il se passe quelque chose. Et puis, j'ai aussi grandi dans un climat incestuel. Donc là, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée et qui m'ont permis de comprendre que c'est pas juste certains faits avérés qui font qu'on est victime d'inceste, mais aussi toute une atmosphère, des choses qui nous embarrassent, des manières dont on parle de notre corps, dont on touche. Oui, c'est important de souligner que le climat incestuel, c'est tout aussi grave que l'inceste. Oui, c'est vraiment ça. Et ça, j'en ai... D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, d'abord, à parler de l'inceste. Et à l'époque, j'avais même pas les mots. Je me souviens, j'étais toute jeune femme en analyse. J'ai fait une longue analyse pendant 10 ans. Et donc, je parlais effectivement de climat incestuel. Il est même fort probable que j'ai utilisé ces mots-là à certains moments, mais tout était très, très confus. Et puis, je voulais tellement... garder le lien avec mes parents malgré tout, malgré des moments qui montraient bien que j'étais en souffrance, que ça soit une tentative de suicide que j'ai fait quand j'avais 14 ans, que ce soit le fait que j'ai été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Alors un peu plus tard, ça pour le coup, mais à l'adolescence aussi. Mais il m'était très difficile d'aller plus loin parce qu'en fait, j'avais plein de pans de ma mémoire. Littéralement, je m'en souvenais pas. Donc en fait, à l'époque, en plus, j'avais pas ces termes-là. Je n'avais ni les connaissances théoriques ni intellectuelles pour pouvoir parler, par exemple, de dissociation à 15 ans et demi. Mais littéralement, c'était ça qui se passait. C'est-à-dire que soit je parlais de certaines choses qui m'étaient arrivées dans ma vie, comme si je racontais un film. Et il y avait quelque chose d'assez étrange pour moi, c'est-à-dire de me dire, oui, c'est bien ça qui s'est passé. Ce que je raconte est réel. Et en même temps, il y avait ce sentiment étrange de... comme si j'étais coupée de ça. Et puis, je voyais bien la réaction de certaines personnes à qui j'ai pu raconter certaines scènes, pour le coup, dont j'ai un souvenir très précis, que c'était tellement énorme pour eux ou pour elles que... Du coup, j'arrivais pas, alors que je suis quelqu'un d'ultra sensible, qui a l'alarme facile, entre guillemets, mais c'est pas un jugement que je porte sur moi, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui retient ses émotions a priori. J'ai pas de honte à ressentir la plupart des émotions, même si j'ai eu beaucoup de honte à ressentir la colère, mais en tout cas, exprimer la tristesse, j'avais pas de blocage a priori par rapport à ça. Mais quand je racontais certains... je vais te donner un exemple en particulier, quelque chose que j'ai pu raconter assez tôt et dont j'avais pas oublié le souvenir traumatique. Je me souviens d'une scène assez violente entre ma mère et d'autres membres de la famille du côté paternel, et ma mère s'était tranchée les veines. Et j'étais témoin de ça, donc j'ai vraiment vu ma mère, les veines tranchées, bloquée ensuite dans la cuisine par un de mes oncles, ma mère se retournant, me criant « fais quelque chose », alors que je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était pas du tout ton rôle à ce moment-là de pouvoir faire quelque chose. Et il n'y a aucun adulte en plus qui s'est assuré de me protéger ou que je ne vois pas ces scènes-là. Et donc je pouvais raconter ça. Alors que là, par exemple, tu vois, je le raconte et je peux tout de suite sentir l'émotion et le chagrin. Et pour la petite fille que j'ai été, à l'époque, il y avait... Je sais pas, il y avait quelque chose, c'est comme si j'y étais pas. J'y étais, mais j'y étais pas. Et c'est justement parce que t'étais en plein dedans que tu pouvais pas ressentir, parce qu'en fait, t'es tellement dans le moment, et là, maintenant, t'as ce recul nécessaire, en fait, où tu te dis déjà, effectivement, que c'était pas normal, et qu'en plus de ça, personne ne t'a protégé de cette vision que t'aurais pas dû voir, en fait. Oui, et puis ce qui a changé, c'est que à l'époque, j'avais ce besoin viscéral, que je ne nommais pas comme ça, mais j'avais ce besoin viscéral d'aimer mes parents. Je les mettais vraiment sur un piédestal. Oui. Donc, c'était pas... Mais de toute façon, on est conditionné pour les aimer... quoi qu'il arrive.
Ouais, intensément. Merde, j'ai perdu le bon terme. Inconditionnellement. C'est un truc qu'on dit en... C'est ça, c'est le truc dans la spiritualité New Age, l'amour inconditionnel. Ah là là, je sais, c'est un autre sujet pour moi, ça. Mais bon, le truc, c'est ça. Je voulais vraiment. Mais c'est ça, vraiment, c'est inconditionnel. C'est nos parents, on doit les aimer, on doit les respecter. Et tu sais, c'est intéressant. Alors que non, en fait. Tu sais, c'est intéressant parce que tu viens de parler de la spiritualité New Age, mais bien avant ça, tu vois, moi qui étais éduquée dans la confession catholique, j'ai été au catéchisme, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion. C'est-à-dire que avant même, c'était toute la mouvance dans laquelle on est encore baigné à l'heure actuelle. Oui. Il s'avère que quand on a eu une éducation religieuse, qu'on doute ou pas de sa foi, qu'on soit croyante ou pas, puisque ça nous est imposé, hein, littéralement la plupart du temps quand on est enfant. Moi, j'ai pas eu le choix, j'ai rien demandé. On grandit, peu importe ce que font nos parents, avec cette idée qu'on doit respect aux adultes et qu'on leur doit cet amour, justement, de manière inconditionnelle. Et il y a aussi cette idée, voilà, tu respecteras père et mère, avec la menace, si on fait un pas de travers, d'être une brebis errante, d'être banni, d'être puni, d'aller en enfer. Enfin, donc moi, j'ai quand même grandi avec cette menace-là. Il a vachement bon dos, l'amour inconditionnel. Mais tout à fait, c'est horrible. C'est une sacrée façon d'aimer quand même. Mais quand t'as grandi là-dedans, évidemment que ne serait-ce qu'oser dire, je pense que ma mère, mon père, ce qu'ils font, c'est pas juste, ou mon père a fait quelque chose qui m'inquiète. Mais j'aurais pas osé, en fait. Et c'est tout un conditionnement, de toute façon. Peu importe, je parlais de spiritualité New Age parce que j'ai écouté tes vocaux ce matin et ça m'y a refait penser du coup. Mais c'est vrai que c'est finalement dans toutes les spiritualités, si tu les prends vraiment au pied de la lettre et que tu réfléchis pas en fait. Mais c'est ça. Mais quand on est gamin, on nous laisse pas l'occasion de réfléchir. De toute façon, moi aussi, hein, j'ai fait le caté, j'ai fait tout ça. Mais... Donc oui, donc tu comprends bien de quoi je parle et donc d'avoir du recul sur le comportement problématique de ma famille dans son ensemble, c'était vraiment un impensable. Alors je pense quand même assez curieusement, je pense que c'est lié à la fois à ma personnalité qui est assez solitaire, même si je suis sociable, mais voilà, je suis plutôt d'une nature solitaire, introvertie, j'aime bien être dans ma petite bulle, je suis assez contemplative et rêveuse, et de ce fait-là, j'étais... Puis j'ai passé quand même toute une partie de mon enfance en Afrique, donc j'ai assez tardivement retrouvé certaines personnes de la famille ou des cousins, cousines. Donc j'étais capable quand même de prendre du recul sur le reste de la famille. Et quand je disais que le fait que je suis quarteronne avait toute son importance, c'est-à-dire que j'ai toujours... j'avais toujours l'impression de ne pas être à la bonne place ou à une place dans laquelle je pourrais me reconnaître. C'est-à-dire que soit j'étais la petite blanche au milieu d'enfants noirs ou de cousins, cousines noirs, et avec ce truc de « ah là là, mais elle est vraiment, vraiment très blanche » et je veux dire, moi je pourrais te dire que je suis irlandaise, tu me crois, enfin, donc et en fait, donc il y avait à chaque fois que soit j'étais pas dans la classe sociale où on s'attendait à que je sois, soit j'étais pas j'étais dans un milieu racisé où on s'attendait pas à que j'y sois. Et quand je suis rentrée en Europe, c'était aussi la même chose. C'est-à-dire que et donc finalement, ça, je pense que j'en parle peut-être pas très bien, mais ce sentiment-là s'est reporté aussi au niveau de la famille. C'était de toute façon, quand je suis avec la famille paternelle, avec les Blancs, je suis la fille de cette femme qui est métisse et dont on comprend, ils comprenaient rien, et c'était clairement une partie de cette famille-là, c'était les fameux racistes qui s'ignorent et qui te disent non mais moi je connais un maghrébin, ou je connais j'ai un ami noir, ou j'ai un ami noir, ils sont très gentils, voilà. Et donc du coup
Voilà, soit je vivais ça, soit j'étais avec, par exemple, la famille de ma mère, et je vivais aussi ce truc de la fille de notre sœur qui est traitée comme une petite blanche, comme une princesse. Enfin, donc Ouais. de toute façon, des deux côtés, il y avait un truc. Vraisemblablement, même si on dit que t'es la bienvenue, ça pose un problème. Et donc, d'où le fait que j'étais très sage, très docile, très soumise. Finalement très silencieuse au sein de mes familles, et à faire très attention à ce que je disais ou non. Malheureusement pas toujours, parce que comme bien des enfants, j'avais quand même pas toujours un filtre, mais je remarquais assez rapidement les retours de bâton. Donc finalement, toute l'emphase sur les liens familiaux, c'était vraiment sur mes parents que je les mettais, et il n'était pas question pour moi de perdre ça aussi quelque part, si tu veux. Bah, oui, Donc pendant des années, il y avait donc un certain nombre de choses que je pouvais raconter, mais j'étais totalement dissociée. Et puis, concernant l'inceste, comme il y avait plein de choses dont je me souvenais pas du tout, les premières fois où j'ai osé parler donc de climat incestuel, c'était en analyse avec, et ça aussi, ça a toute son importance, avec un psychanalyste très traditionnel d'une autre époque. Vraiment, c'est là où on voit qu'on est passé au XXIe siècle. Et lui, c'était bien un homme hétéro, cisgenre, du XXe siècle, qui... un bon complexe de Oedipe oui, là-dessus. un disciple de Freud, quoi, tu vois. Rien que ça, ce terme, disciple de Freud, ça me fait froid dans le dos. Et donc, lui, il ramenait tout au complexe d'Oedipe, à un petit problème que moi, je n'aurais pas réglé. Hein, donc, forcément, ça venait de moi. Et quand quand je parlais de ça, de toute façon, il me disait, vous avez peut-être imaginé des choses, vous savez, quand on est enfant... Ah, ça vient de votre mère. Classique. Alors, il m'a pas dit ça pour le coup, mais il y avait vraiment ce truc. Il m'a. Merde, il n'a pas répondu le bingo. Non, mais il y avait vraiment du psychanalyste. l'idée de. Vous avez interprété. C'est peut-être des faux souvenirs, avec des trucs du style on touche pas au nom du père, machin. Enfin, et puis tout ce que je faisais, c'était. Le nom du père, ça évidemment. Oui, mais on était vraiment dans les gros clichés. Et puis il y avait vraiment ce truc de tout ce que je faisais, ça venait forcément de moi. Oui. Mais même pour des bêtises, quoi. Tu vois, dès que j'avais un look un peu particulier, c'était forcément pour provoquer les autres. C'était forcément... Enfin... Ah c'est de la surinterprétation poussée à l'extrême, et des choses qui devraient même pas être interprétées qu'ils sont finalement. Oui, et puis même sur la sexualité, moi je me rappelle quand j'ai commencé à aborder mon orientation sexuelle, pareil, il ramenait tout le temps ça à une lecture très réductrice, comme on peut la trouver chez certains psychanalystes. Alors je vais pas faire de généralité, je pense qu'il y a de très bons psychanalystes par ailleurs, mais du coup, il y avait vraiment cette... les nouveaux, on va dire, les 2.0. Voilà, 3.0 même. Conscience de l'ancienne. Ceux qui ont pris conscience de tout ce qui n'allait pas dans le discours de Freud et de tous les autres. Donc c'est vraiment... Tu vois, j'étais prise quelque part au piège de ce fameux travail sur soi qui m'a quand même donné un certain nombre de repères. Mais... quand t'as un psychanalyste, par exemple, à qui tu parles de ton orientation sexuelle et qui te ramène à ce truc, c'est fou. Enfin, je pense à ces gens qui font de la conversion aujourd'hui. Je me dis, enfin voilà, il n'y avait pas... j'étais pas, pour le coup, vraiment écoutée, entendue. Et donc, c'était forcément là aussi que j'avais un dysfonctionnement, un problème. À aucun moment, il s'est dit, oui, elle est peut-être véritablement pansexuelle, elle est peut-être Enfin, tu vois, et que ça ne vient pas forcément des blessures qu'on a vécues, d'un problème. Parfois, ça peut-être être lié, mais en tout cas, moi, là, il y a bien des choix dans ma vie. C'est une histoire de désir, point barre. Une histoire d'aventure, de rencontre. Et tout ne peut pas être amené ni à ma relation avec mes parents, ni à ce que j'ai vécu en termes de violence, ni à l'inceste ou au climat incestuel, en fait. Et donc, du coup, c'était assez paradoxal de me dire, tu vois, que j'avais un temps, un espace pour m'exprimer
fois par semaine, mais où finalement il y avait une forme de censure ou d'interprétation qui était Bah oui. tellement biaisée euh, que même pour parler de violence, tu vois, je pense que ce type devait pas s'intéresser tant que ça euh, aux, aux différentes formes de violence, ou certainement que ça ferait partie de Oui, ces non. bonhommes qui diraient oh c'est bon, on peut donner une fessée à son enfant, de quoi elle se mêle l'État, tu vois. C'est ça. Une claque, hein, franchement. Ça n'a jamais tué personne, hein. C'est ça, et donc et comme j'ai grandi vraiment, alors c'est pas dans ce climat sociétal où on banalise, enfin pour moi, si tu veux, du coup, je ne pouvais pas parler vraiment d'inceste parce qu'il y avait ce truc de soit effectivement c'est très clair, j'ai des faits, tu vois, comme si j'étais détective de moi-même Ouais. et je vais pouvoir sortir un historique avec avec Ouais, des bah oui. preuves, et donc c'est encore ça aurait été à ma charge. Euh, Soit pour la violence c'était pareil, j'osais pas en parler parce que puis pour le coup j'ai souvent été témoin de la violence euh, vécue par un de mes cousins. Et c'était une violence, pour le coup, qui, elle, était visible. Ouais. Donc, les coups de ceinture, traîner l'enfant dans la salle de bain, lui laver la bouche avec du savon. Euh, des... Donc, j'étais tétanisée, mais par exemple, même de supposer que c'était aussi une violence pour moi que d'être témoin de ces scènes-là, toute petite, Ouais, bah ça me oui. passait même pas par la tête. Donc, il y avait donc du coup, voilà, finalement, pendant des années, je n'osais ni dire que j'avais vécu des violences, euh, euh, je- alors, enfin, tu vois, laisser un enfant seul à un certain âge, venir chercher son enfant avec 2 heures de retard à la gare alors que ton enfant a 11 12 ans, ce n'est Ouais, bah pas, oui. enfin voilà, c'est à moins d'un drame, tu as eu un accident au travail, je sais pas quoi, enfin, mais sinon c'est pas concevable. Et donc il y avait Non. plein de choses. Finalement, moi quand j'en parlais, c'était un peu comme si je racontais un film, donc. Et puis, quelque part, c'était un peu comme si j'avais des parents originaux, atypiques, et comme toute mon histoire, finalement, me semblait un petit peu hors norme, en tout cas pour l'époque et ce que j'en Ouais. savais, c'est-à-dire par exemple maintenant bon la plupart des enfants des parents divorcés c'est les familles recomposées, c'est quand même voilà, c'est rentré dans les mœurs, mais comme Mm. j'ai 47 ans à l'époque par exemple, d'arriver dans un tout petit village après l'Afrique avec en étant dans une école privée catho, et t'es la seule enfant de ta classe dont les parents sont divorcés, Ouais. dont la mère n'est pas là, elle est dans un autre pays. Ça donnait des enfants qui me disaient mais ta maman elle est morte, et ainsi de suite. Donc il y avait plein de sujets. Moi je pense je voyais ça comme une originalité, tu vois, mais pas nécessairement. Ouais, ouais, Voilà, ouais. je me disais que j'avais des parents Bah, et puis atypiques. c'était aussi ta normalité, en fait, à Tout toi. à fait. Tu l'avais complètement intégré, c'était comme ça que ta vie se passait, donc il n'y avait pas à se poser de questions ou à remettre en question quoi que ce soit Oui, puis quand t'es enfant, tu réfléchis à pas ce sur la moment-là, en tout cas, parentalité. ouais. Bah oui, Tu vois, voilà. donc non, non, et merci pour tes mots. C'est ton quotidien, c'est ce que tu vis, donc c'est normal. Et puis c'est plus tard, quand tu grandis, que tu conscientises que bah c'était peut-être pas si normal que ça, quoi, ou peut-être pas si acceptable que ça. Ouais, c'est vraiment tout à fait ça, Romane. Et mais ça m'aura pris vraiment des années. Et je pense d'ailleurs, peut-être que je suis plus lente que d'autres, j'en sais rien, mais je pense que je continue en plus à prendre conscience de ça, que c'était ce qui me semblait Ouais. normal. Comme dans ma vie quotidienne, il y a encore des choses où j'ai l'impression, je me dis bon, bah, c'est ok, alors qu'en fait non, c'est pas ok, c'est pas du tout normal. Mais voilà, quand tu as vécu d'une certaine manière toute la vie, ou quand tu as subi du mépris, de l'indifférence, euh, Bah c'est ça, tu t'es construit avec ces bases-là, donc forcément, quand il faut les déconstruire, c'est compliqué et ça prend du temps. C'est pas que t'es plus lente qu'une autre, c'est simplement que bah voilà, t'as été construite de cette façon et maintenant il faut venir déconstruire justement tout ça et se dire que bah
telle chose n'était pas normale, pas ok du tout, et que tu vas la remplacer par autre chose de plus ok et de plus normal. Et là, ça c'est un vaste chantier. Même c'est ça qui est parfois je trouve assez difficile et que je peux vivre parfois comme une injustice, c'est que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup d'outils. C'est pas pour autant que j'y arrive, mais donc voilà. Donc finalement, ça m'a pris beaucoup d'années avant de parler directement de l'inceste et des violences. Bon, parler des violences, j'ai réussi, je pense, à en parler quand même relativement tôt. Je me doutais bien que j'étais pas en analyse pour parler de carottes et de confiture. Donc voilà, sur les 10 ans d'analyse, évidemment que j'en ai parlé. Évidemment que par la force des choses, je parlais des raisons pour lesquelles j'avais été prise en charge par l'aide sociale enfance. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui restaient quand même très vagues, beaucoup de choses qui étaient idéalisées, et notamment parce que j'ai idéalisé mes parents, mais d'une force, mais même quand je les voyais faire les pires des trucs, être l'un ou l'autre d'une grande lâcheté, avoir des comportements excessifs, négligents, c'est-à-dire que même, par exemple, quand je les voyais, vraiment, littéralement, sous mes yeux, faire des choses, je me disais, mais non, ça va pas. Je les voyais comme des personnages de film. D'ailleurs, pendant des années, j'adorais les personnages de film, les perdants, les losers. Je me suis calmée depuis, mais c'était vraiment des personnages que je chérissais. Et on ne vient pas au métier que j'exerce non plus par hasard. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui m'a amenée à... Parce que je vois bien que j'étais extrêmement touchée par les gens bancals, les gens dans une grande souffrance. Et c'est encore des gens qui me touchent beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, mon regard a changé. Et puis j'arrive à avoir entre guillemets, ce travers chez moi, cette tendance chez moi. J'arrive à me rattraper au vol quand je me rends compte que ça risquerait de me nuire, et j'arrive à me demander, est-ce que tu t'intéresses vraiment à la personne, ou est-ce que c'est tes parts d'ombre qui t'embarquent là-dedans, quoi. Mais je comprends. Voilà. Et donc la première fois que j'ai parlé d'inceste explicitement, c'était 2012-2013, quelque chose comme ça. Et figure-toi, donc ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Non, ça fait pas si longtemps. Et je suis une vraie tête de mule parce que... c'est peut-être pas... Là, j'y vais un peu fort, mais... parce que j'ai quand même rappelé mon psy, figure-toi. Alors que à l'époque, je n'habitais plus en France. Mais j'ai eu besoin... Je doutais de moi. Et j'avais besoin, si tu veux, pour moi, c'était un peu comme si ce bonhomme, c'était une caisse, tu vois, avec les archives d'une partie de ma mémoire. C'est quand même pas anodin de passer 10 ans de ta vie à aller voir un bonhomme 2 fois par semaine. Ouais, c'est sûr. Donc c'est comme si je l'avais appelé quelque part pour qu'il valide ce que j'étais en train de vivre. Oui, parce qu'il avait tous les autres morceaux. Et ça a été une conversation assez surréaliste, dans laquelle je me suis sentie vraiment toute seule. Et là, à partir de là, j'ai commencé à être très troublée, parce que je me suis dit, non mais c'est pas possible que ce truc soit aussi présent. Et qu'au niveau de mon corps, il y a des choses que je commence à voir autrement, à ressentir autrement. Mais j'étais aux prises avec, est-ce que... même là, tu vois, j'ai du mal à en parler, parce qu'en fait, je crois que on m'avait tellement bassiné les oreilles aussi avec ces histoires de faux souvenirs et machin, et ma mère de me dire, mais t'as eu une enfance merveilleuse, extraordinaire, mais de quoi tu te plains? Donc, si tu veux. Ouais, je comprends. Et avec ce truc mais si t'as été prise en charge par l'aide sociale enfance, c'est que tu l'as voulu. Donc, quand t'entends toute une série de choses comme ça, d'oser, parce que il a quand même été question, peut-être pas tant d'audace, mais en tout cas, ça m'a demandé du courage. Courage d'en parler à ma mère la première fois, courage de rappeler ce psychanalyste, courage de m'écouter, d'écouter mon corps. Mais surtout qu'en plus, en 2012, on n'était pas du tout dans ces sujets-là comme on peut l'être actuellement, en fait. Non, il y avait des personnes qui avaient déjà osé parler de l'inceste ou des violences sexuelles, mais elles étaient très peu écoutées. C'était pas du tout mis en avant ou pris en considération. Alors,
déjà, on n'est pas assez pris en considération, ça c'est un fait, mais quand même beaucoup plus qu'avant. Mais j'imagine qu'en 2012, oui, ça doit être compliqué à ce moment-là, quoi. Complètement. Alors, ça a été un grand moment de solitude. Et à partir de là, moi, l'image qui m'était venue, c'était vraiment... je sais pas si c'était parce que j'avais pris souvent l'avion ou pas dans ma vie. Enfin, souvent, tout est relatif. Je ne suis pas tant que ça a été dans l'avion. Mais j'avais l'impression tout le temps de vivre avec une boîte noire. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir Ouais. de cette période-là, il y a eu deux choses très claires. J'ai compris que ça allait pas, en fait, cette relation avec mon père. Et qu'en fait, je maintenais ce lien à tout prix avec mon père parce que j'étais en attente d'un amour de sa part, d'une présence de sa part qui ne viendrait pas. Et donc, après, la deuxième chose, ça a été vis-à-vis de ma mère, pour le coup, qui, elle, avance beaucoup moins masquée que mon père. Là, j'ai compris que je marchais sur un champ de mine, en fait, constamment avec elle. Et j'ai arrêté de le nier, tout en maintenant une relation avec elle. Pareil, toujours dans l'attente d'une relation pacifiée. Je pense qu'à partir de ce moment-là aussi, j'aurais eu besoin que mes parents puissent reconnaître ouvertement, explicitement, leurs torts, que certains soient nommés ou non. J'avais pas encore récupéré mon dossier de l'aide enfance. Preuve s'il en est que j'avais aussi de l'appréhension de ce que j'allais pouvoir y trouver ou non. Bah oui. Et puis finalement, voilà, donc j'avais ce sentiment constant à la fois de vivre sur un champ de mine, sur le plan relationnel, et à la fois de me dire, j'ai une boîte noire, je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je n'ai pas accès aux détails, en fait. Jusqu'à ce que, en 2020, là, j'ai vraiment... ça a été une déflagration d'avoir vraiment des sensations, des images, alors pas des séquences complètes, mais de souvenirs qui sont remontés. Et là, voilà, une grande partie du pulse s'est reconstituée. S'en est suivi des attaques de panique, des attaques d'angoisse. J'avais vraiment envie qu'un camion me percute et qu'on éteigne mon cerveau, quoi. C'était d'une violence à ce moment-là. Ouais. Et c'est ce qui me... c'est ce qui me permet encore aujourd'hui, alors que certaines choses se sont refermées, de comme j'ai essayé de le faire, de le dire à ma mère, je veux dire, c'est que à moins d'être on en revient toujours à ce truc de non, mais peut-être que les victimes, elles ont inventé, elles veulent profiter. Je pense à quelqu'un qui un jour me dit non, mais quand même, c'est pour récupérer de l'argent que certaines personnes se plaignent de certaines violences sexuelles ou mais il faut savoir qu'on est toutes millionnaires. Hein, voilà, donc il y avait ce truc, comme si on me renvoyait. Moi, je roule sur l'or, là. Non, mais c'est absurde, tu vois. Mais du coup, ça a été hyper... En fait, ça a été extrêmement violent, mais en même temps, jusqu'à ce jour, 5 ans plus tard, c'est ce qui me permet vraiment... à la fois, il y a cette crainte, en fait, que ça arrive à nouveau, qui est un événement ou quelque chose physiquement qui me ramène à cette violence-là et donc la peur de pas le contrôler, puisque moi en 2020 j'étais déjà une méditante, j'avais déjà une certaine expérience de ma préparation mentale, de mon corps, etc. Donc c'est pas comme si j'avais pas eu du tout d'outils. Je suis capable de demander de l'aide et d'être accompagnée.
Mais Ouais. malgré tout ça, C'est peut-être pour ça aussi que c'est arrivé à ce moment-là, c'est que t'étais plus en capacité peut-être qu'à d'autres moments de faire face justement aux souvenirs qui reviennent à la levée d'amnésie vraiment et de prendre tout ça. Alors ça reste hyper violent, hein, je minimise pas du tout, mais c'est vrai qu'on sait que c'est quand on est dans des situations où on est un peu plus en sécurité justement que le cerveau il est en mode allez hop, vas-y on sort les dossiers. oui, non, c'est vraiment ça, Romane. Et il s'avère qu'à ce moment-là, ce qui caractérisait ma vie, c'était effectivement ce sentiment qui était partiel, mais d'être en sécurité. D'être, Ouais, je pense à deux personnes en particulier, des anciens d'un petit village où j'ai vécu, euh, qui m'ont traité vraiment pendant le temps où j'ai vécu là-bas comme si j'étais leur fille adoptive. Et, euh, ouais. et je pense particulièrement à cette femme de ce couple qui, enfin, j'ai vu en elle une sorte de maman poule, un truc que j'avais jamais connu. Euh, Oui, c'est ça, c'est que tu t'es vraiment senti en sécurité et contenu par ces personnes aussi peut-être mais justement. complètement. Et c'était, je me souviens un jour, j'étais allée m'entraîner et je me souviens de cette dame qui s'appelle Michel, que j'aime beaucoup. Elle était sur le perron de son jardin en train d'attendre que je revienne. Et quand Ouais. tu es déjà adulte, de voir... alors parfois, ça pouvait me sembler too much, mais voilà, je rencontrais juste finalement quelqu'un d'attentionné, inquiète, qui s'attendait C'est à... qu'il y avait un vrai Oui. attachement, oui, à toi, à votre Puis de relation. la bienveillance, puis du respect, puis d'être avec Ouais, des gens avec qui je n'avais jamais peur d'être moi-même, jamais peur d'aborder aucun sujet, même certains sujets où c'était drôle parce qu'elle me disait oh j'ai jamais entendu parler de ça, ou je me souviens un jour j'avais emprunté un livre à la médiathèque sur les questions de genre et c'était un livre qui parlait plus particulièrement de la pansexualité et cette dame qui a plus de 80 ans, je me souviens de lui passer, et puis qu'elle l'a lu avec vraiment beaucoup d'intérêt. ouais, Voilà, et de me sentir vraiment bienvenue, accueillie telle que j'étais, avec voilà, sans que ça soit un problème. ouais, C'est vrai c'est que ça ça, ouais, apporte une grande sécurité. Donc j'ai une grande gratitude pour ces gens-là. complètement. Et, et donc c'est tout à fait juste ce que tu dis que c'est venu à un moment donné. Très particulier et puis aussi peut-être que mon corps mon inconscient ont senti que je serais assez forte pour encaisser ce truc-là Ouais, puisque de toute façon j'avais déjà eu des pensées suicidaires dans ma vie et là par exemple j'ai bien compris que ce n'était pas des pensées suicidaires, que j'avais pas envie de mettre fin à mes jours, j'avais juste besoin que cette levée d'amnésie qui était d'une violence sans nom, que ça s'arrête en fait. c'est C'était ça. Mais en fait, on dit insoutenable. souvent que on dit souvent que dans les tentatives de suicide, finalement, ce qu'on recherche, c'est pas réellement la mort, c'est juste la fin, enfin, mettre la souffrance sur pause, terminer d'avoir mal, Ouais, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Et mais je me souviens vraiment ouais, j'étais dans une voiture, j'attendais un ami, puis je me vois vraiment souhaiter qu'il y ait un camion qui débarque et qui percute Hmm. parce que puis enfin, j'avais vraiment peur. C'est-à-dire, j'avais peur de fermer les yeux. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été extrêmement violent. Et à partir de là, bon, voilà, j'ai arrêté de me dire non, mais j'ai peut-être imaginé quelque chose. C'est peut-être pas tout à fait ce que je crois. J'avais déjà parlé de mon père. En 2013, mais j'étais, voilà, c'était encore un peu confus. Ouais, Et en 2020, non, il y avait aucune confusion qui tenait la route. Et, et et ça allait toujours. C'était terrible parce qu'à partir de ce moment-là, je savais que je ne pouvais plus parler avec lui. hmm. Je pouvais, et puis que c'était plus ok de jouer le jeu du déni de ma mère en fait. Et puis Bah il oui. s'en est suivi d'autres violences. Hein, je vois ma mère quand elle me dit mais il faut que tu lui parles, il faut que... Enfin tu vois, c'est ces gens qui voudraient que tu te confrontes à la personne qui t'a Bah agressé. non, il faut pas que, il faut Mm. pas. Si tu peux pas, il faut pas. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai... En fait, entre les questions intrusives, hein,
des personnes qui voudraient que tu leur racontes en détail. Ouais. Les personnes qui se mettent à opiner sur le fait que t'aies pas porté plainte. Mais bon, ça passe encore. Je veux dire, quand c'est des gens avec qui j'ai pas d'affect, j'ai envie de te dire, bon, parfois ça peut me piquer un petit peu, mais ça me fait pas souffrir. Ce qui a été extrêmement dur, ça a été de savoir que pour ma mère, c'était... Elle l'a entendu. En fait, j'ai l'impression que pour ma mère, c'était quelque part un peu comme moi, finalement. C'est-à-dire que au moment... c'est comme si une fenêtre s'était ouverte dans sa tête et qu'elle avait pu entendre à un moment donné. Et ça s'est totalement replié après, pardon. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a tout qui s'effondre. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'elle s'est racontée, tous ces piliers, ça ne tient plus. Et puis je pense que c'était extrêmement dur pour elle de reconnaître sa part de responsabilité dans ce vécu-là. Pas uniquement de l'inceste, mais dans tout ce que ça implique. Oui. Et voilà. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, je ne leur ai plus parlé, même si par épisode, il m'arrive de reprendre contact avec ma mère, sans que ça nous mène nulle part, en fait. Puis, finalement, plus le temps passe, plus je fais le choix de me protéger, même si ça signifie d'être isolée, de ne pas avoir aucune famille, et j'en passe. Mais ce qui a été assez précieux pour moi, ça a été donc dès que je me suis mise à faire des très grandes marches, ça m'a permis de franchir une étape dans ma confiance en moi, dans le monde, dans l'espace. J'avais déjà, à l'époque de ma première marche, j'avais déjà couru plusieurs semis, plusieurs marathons. Mais une chose, c'est de courir sur une course avec un point de départ, une arrivée, des bénévoles, de la sécurité. Autre chose, c'est partir avec mon sac à dos, en autonomie, voilà, je me débrouille, quoi. Et une fois que j'ai vécu cette première expérience en 2018, je l'ai reliée donc à toutes mes épreuves d'endurance, et en fait, j'ai envie de dire, même avant la levée d'amnésie, il y avait vraiment cette idée mais et si toutes ces aventures, si toute la richesse de mon expérience, si toutes ces blessures, ces cicatrices pouvaient être un moteur pour accompagner d'autres personnes, comme on le fait quand on est dans la pérédance, si finalement cette expérience était une forme d'expertise pour soutenir, inspirer d'autres personnes. Et puis voilà, j'avais dans un petit coin de ma tête cette idée que peut-être je ferais une grande course pour soutenir une association ou un organisme qui s'intéresserait au respect des droits des enfants. Et puis à partir alors pas tout à fait 2020, parce qu'il s'est passé quand même quelques mois pour que j'arrive à me ressaisir et à reprendre un peu confiance en moi. Mais je me suis dit que j'avais très envie de pouvoir le faire pour une association. Mais c'était quand même une très grande responsabilité. Et puis, la question qui se posait à moi, c'était est-ce que je vais oser en parler publiquement aussi ? Parce que une chose, c'était de ne plus parler à mes parents, d'en parler à certaines personnes à mon entourage, de prendre des mesures pour être accompagnée par rapport à ma levée d'amnésie et les conséquences de tous ces traumas, de ces multiples traumas même. Et en fait, c'est revenu comme ça régulièrement, cette pensée. Et puis, j'ai eu besoin d'abord de renforcer ma motivation intrinsèque, de me dire, est-ce que je suis capable de m'entraîner, même si je suis pas inscrite à une course, de le faire uniquement pour moi. Alors, c'est toujours un sujet un peu touchy et sensible pour moi. Il y a des périodes comme en ce moment où j'y arrive pas et ça me chagrine beaucoup. Et il y a d'autres moments où j'y arrive. Et puis voilà. Puis en fait, mais c'est comme tout, c'est pas linéaire. Non, c'est absolument pas linéaire. Je suis la spécialiste des zigzags.
Je m'y connais très bien en zigzag, en pirouette et en digression, pas uniquement quand je parle, mais aussi... J'imagine que ça dépend de plein de facteurs, de plein de paramètres qui font que tu peux pas être au top de la régularité de tes entraînements en permanence, quoi. Il y a ça, et puis je crois que vraiment, bien que je connais quels sont les ressorts de la confiance, je sais, je sais théoriquement ce qui permet la confiance, et je sais d'une manière... c'est pas juste que je sais, je sens, je sais bien mettre en œuvre ce qui peut me donner confiance en moi, mais le fait c'est que ma confiance, elle est très fragmentaire, très fragile depuis de nombreuses années, peut-être même encore plus depuis, c'est très paradoxal, mais depuis la levée d'amnésie, c'est-à-dire que d'une part, j'arrive à me dire non, mais je suis pas folle, j'ai réellement vécu ça, j'ai souffert dans ma chair, j'ai souffert dans mon cœur, et en même temps, il y a quand même de temps en temps cette phrase qui revient, qui me dit mais et si j'étais folle quand même? Et si, et sauf que je vois la dernière fois que j'ai revu ma mère, non, je dis non, vraiment, je ne suis absolument pas folle et il y a vraiment un problème. Mais je pense qu'on est vraiment nombreux et nombreuses à avoir ces pensées. À la fois, on sait ce qui s'est passé, mais t'as toujours ce petit truc dans ta tête qui vient de dire, mais ça se trouve, en fait, non, pas du tout, quoi. Alors que si, mais ça fait partie des rechutes, justement, enfin des rechutes, des moments qui sont moins linéaires et bien plus profonds, bien enterrés. Puis après, tu remontes et tu te dis, mais non, j'ai pas tout inventé. Enfin, non. Non, c'est vraiment comme tu l'expliques. Et puis, Enfin voilà, en tout cas, ce qui m'aide, c'est d'une part de penser que la confiance est une sorte de muscle. Mais voilà, c'est vrai que Mais t'as raison, ça se travaille, parce que sinon, c'est très difficile. Ouais, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le muscle, on va dire, qui est le plus costaud en ce moment, le plus renforcé. Et... mais je crois que lorsque je me suis dit que j'aimerais le faire pour une association, ça a été aussi une manière quelque part de m'écouter et de me dire voilà, en fait on est de nombreuses personnes à en parler, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour accompagner les victimes de violences intrafamiliales, de violences sexuelles, d'inceste, et puis si tu veux, j'ai tellement intégré et normalisé la violence, celle des autres et la mienne, c'est-à-dire que moi-même j'ai pu avoir des comportements violents, donc de reconnaître soudainement que non, il n'y a pas des méchants d'un côté, il n'y a pas je réussirais à reconnaître la responsabilité, les crimes de mes parents s'ils étaient monstrueux, c'est-à-dire que d'arriver à voir les choses autrement et te rendre compte que à la fois ils ont commis des actes criminels, et qu'en même temps, il n'y a pas forcément toujours trace, il n'y a pas toujours preuve, et que ces mêmes personnes ont pu être gentilles, douces, et reconnaître ça aussi en moi. Pouvoir me dire, bah oui, non, moi aussi, je fais partie de ce problème-là. Et moi aussi, à certains moments, j'ai pu être violente. Ça, par exemple, c'est aussi dans mon cheminement quelque chose de plus récent, ces dernières années, de me dire, oui, on peut avoir été victime, et on peut aussi avoir été une agresseuse, en fait. Et de vivre avec ça, c'est quand même d'une complexité sans nom, c'est épuisant par ailleurs, mais même au niveau de la sexualité, tu vois, par exemple, savoir qu'on a pu vivre des choses et pour autant avoir du désir sexuel, avoir envie de faire l'amour, avoir envie d'avoir une histoire d'amour. Enfin, il y avait tu vois, comme si tu n'avais pas le droit, tu vois. C'est comme s'il fallait être une sorte de victime modèle. Et je ne suis pas une victime modèle, il n'y a pas de victime modèle. C'est hyper important pour moi de le dire. Et courir et marcher au long cours, pour moi, c'est aussi une manière de dire, bah oui, j'ai pu vivre certaines choses. Et puis, j'ai pu avoir un nombre de fois incalculable peur du viol pour avoir en plus par la suite dans ma vie adulte avoir vécu des violences sexuelles, mais pour autant je ne vais pas m'interdire de partir marcher pendant 6 semaines ou plus, 2 mois et demi, 4 mois et demi comme je l'ai fait quand j'ai marché de Calais jusqu'à Rome à pied. Je vais pas m'empêcher de le faire même s'il y a cette peur. Même comme je ne m'empêche pas de faire du stop, même si j'ai eu... Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai de moins en moins cette peur.
et grâce aussi au mouvement et à la course. C'est-à-dire que littéralement, pour moi, fortifier mon mental et mon corps, c'est ma manière à moi de me dire, quoi qu'il arrive, je peux prendre mes jambes à mon cou. Alors, je me suis pas mise à courir à cause de ça. Ça, c'est très important pour moi de le préciser. Je veux dire, j'ai pas courir pour moi n'est pas thérapeutique. Au même titre que quand j'écris, oui, il peut y avoir des effets thérapeutiques. J'aime accompagner les gens dans leur introspection grâce à l'écriture, par l'intermédiaire de l'écriture, mais je n'écris pas pour des raisons thérapeutiques. J'écris parce que j'aime écrire. J'aime les mots, j'aime écouter cette folie douce, j'aime la poésie du monde, j'aime raconter des histoires. Et pareil, je cours parce que j'aime être en mouvement, j'aime jouir de mon corps, j'aime le sentir vivant, j'aime transpirer, j'aime être dans l'eau, j'aime danser. Mais c'est vrai que je vois bien qu'il y a quelque chose de très rassurant pour moi dans la manière dont je me suis endurci, fortifié. Mais ça peut être aussi idiot et superficiel que d'être complètement immobilisé sur le canapé, pas réussir à bouger et comme ça m'arrive malheureusement pas mal en ce moment. Et me dire mais comment je vais faire pour courir le marathon le 28 juin, comment je vais faire pour courir l'ultra trail le 6 septembre pour défragmenter. Et soudainement, je regarde les 2 médailles que j'ai accrochées, parce que ici j'en ai pas, la plupart de mes médailles sont restées dans le pays où j'ai vécu plusieurs années. Donc j'espère un jour récupérer mes affaires, mais c'est un autre sujet. Et je vois par exemple la dernière médaille que j'ai eue qui était pour le 100 km l'Ultra Ardèche que j'ai couru donc pour l'association Défragmenté. Pour défragmenter. Et je regarde cette médaille et je me dis mais c'est bien moi. C'est bien moi qui y suis allée, je l'ai pas... Là pareil, tu vois, je me dis... Tu peux le faire, t'es capable de le faire. Donc la course m'a amené ça, les longues marches m'ont amené ça, cette capacité de me dire oui, c'est réel. Et le réel, en fait, pour moi, il passe par le corps, par mon expérience avec le corps. Et la levée d'amnésie, c'est aussi ce qu'elle m'a apporté, en fait. C'est un cadeau pourri, très mal emballé, mais ça m'a apporté de me rendre compte que non, je n'ai pas rêvé, je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu dans une vie parallèle. Non, c'est pas, comme le disent certaines personnes, mon âme qui s'est incarnée pour vivre cette expérience-là. Bullshit, non. C'est cela, oui. J'ai vraiment vécu ça, j'ai vraiment vécu ces violences et je n'ai pas un cerveau défaillant. Voilà. Et donc, c'est vrai que de me préparer mentalement dans la vie, de me préparer pour ces aventures-là, de mieux connaître mon corps, m'a permis, à la fois d'un point de vue théorique et pratico-pratique, de me faire beaucoup plus confiance, ou en tout cas d'avoir accès à cette confiance. Voilà, comme je te dis, elle n'est pas là de manière permanente, mais je sais que j'y ai accès. Et c'est ce qui me permet, honnêtement, je crois, régulièrement de me lever, même quand je trouve ça difficile, même quand je me dis à quoi bon, puisque malheureusement, il m'arrive encore de me le dire, même quand j'ai pu encore avoir des pensées suicidaires, par exemple à la fin de l'année 2024. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des choses qui restent présentes et c'est d'autant plus pour ça que je trouve ça très très important, le travail de l'association Défragmenté, qui est d'accompagner des victimes dans la révélation de ce qu'elles ont vécu. Parce que je n'ai pas eu cet accompagnement-là. C'est-à-dire ni de mon psychanalyste quand je l'ai recontacté, ni de la première personne qui était un coach avec qui je travaillais à l'époque quand j'en ai parlé la première fois, ni par les premières personnes de mon entourage à qui j'en ai parlé, ni évidemment par ma mère quand j'en ai parlé, et ni en 2020. Donc c'était vraiment... et là, ce que j'ai apprécié quand j'ai eu connaissance de Défragmenté grâce à Sophie, des Voix de Sophie, que j'en profite pour la remercier de tout mon cœur. C'est vraiment une très belle rencontre. Ce que j'ai aimé, c'était... Alors, il y a eu plusieurs choses. Hein. Je trouve ça assez touchant d'assister au premier pas, au premier mois d'une association. Ça, c'est quelque chose qui me tient, qui me touche chez Défragmenté. Parce qu'on va fêter...
On va fêter notre première année bientôt, mais joyeux ça fait pas encore un anniversaire. an qu'on existe. Autre chose qui m'a beaucoup touchée, qui me touche chez Défragmenté, c'est le fait que vous soyez des personnes féministes, sensibles au fait que la manière dont on parle de ce qu'on a vécu est située, voilà, et que c'est pas, je sens bien dans vos préoccupations, dans vos sensibilités, que c'est pas, c'est un féminisme intersectionnel, c'est un féminisme où vous prenez en compte les questions de genre. Enfin, donc, si tu veux, sans même tout savoir de Défragmenté au début, moi, dans toute ma dans l'éventail de toutes mes caractéristiques à la fois personnelles, professionnelles et humaines, je me sens à ma place en fait. Je me sens bienvenue. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à dire assez rapidement, moi, j'ai pas juste envie de faire une course pour vous, mais j'ai envie. Ouais, on continue. Et puis, la particularité, c'est que moi, j'aime les longs formats. J'aime les grandes courses, j'aime ce qui dure longtemps. Et donc, il y avait cette idée, mais en fait, c'est une course de fond. C'est-à-dire qu'il y avait je suis pas venue pour vous faire une petite tape dans le dos et vous dire c'est bien ce que vous faites et salut, au revoir. Non, c'était non seulement j'ai envie de créer un lien avec vous, j'ai envie vraiment qu'on puisse atteindre la cagnotte, le montant fixé. Moi, je mets quand on m'avait demandé combien d'accompagnements t'aimerais soutenir, je dis j'aimerais au moins qu'il y ait 10 accompagnements qui soient possibles grâce aux foulées d'Iris, qui sont devenus maintenant les foulées d'Iris et compagnie. Donc, bienvenue à Noah qui se joint à nous pour courir aussi. Mais ça pourrait être aussi d'autres formes d'activités corporelles, d'autres sports qui pourraient se joindre à l'aventure. Et il y a eu vraiment cette idée ça va être une course de fond, parce que ce que je découvre je le découvre pas, mais je suis toujours surprise de me dire, mais c'est pas possible, on en parle. Mais en fait, là, quand les gens parlent de libération de la parole, il s'agit plus de ça. Là, ce qu'il faut, c'est dire à tout le monde, libérez votre écoute. C'est écouter. Écoutez vraiment. Et surtout, agissons. Et donc, ma joie, ça a été quand j'ai rencontré Sophie et que je lui dis j'aimerais courir pour soutenir soit le respect des droits des enfants, soit pour soutenir des victimes de l'inceste. Et voilà. Et là, elle m'a parlé de Défragmenté et ça a été un coup de cœur. Parce que ce qui était très important pour moi, c'était de le faire pour une association dont je me sentirais proche et avec des personnes qui auraient envie de me soutenir aussi à leur manière. Oui. Et ça, c'est vraiment très, très précieux. Je me sens privilégiée de pouvoir faire ça, privilégiée de pouvoir mettre mon énergie, ma détermination, mon engagement au service des autres. Et parce qu'en fait, régulièrement, j'aime bien me rappeler, me dire, attends, elles ont tant d'abonnés, j'ai tant d'abonnés. Je me dis, s'il y avait juste, 800 personnes qui donnaient juste 10 € chacune. 10 €, c'est rien, hein, c'est un café et une viennoiserie dans une grande ville. Hein. Alors, je vais rectifier le tir. C'est pas que c'est rien, mais je veux dire, c'est pas une somme exorbitante. Même quand on a un très très petit revenu, on peut envisager de se dire, allez. Même 1 € à 800 abonnés, franchement. Mais oui, c'est ça. Mais bon, moi, j'ai envie d'être ambitieuse, donc je m'étais dit, mais s'il y a juste 10 € de dons faits par personne, on les atteint, les 8 000 €. Hein, sachant que la cagnotte, on n'est pas tout à fait encore à l'équivalent d'un accompagnement complet, mais on s'en approche. Je reste très optimiste sur la question. Mais voilà, dans la vie, on va pas s'en sortir juste avec de gris-gris et de l'optimisme. C'est pas comme ça qu'on va faire changer le monde et en tout cas qu'on va contribuer à un monde meilleur. Je sais pas si on peut changer le monde, j'y crois pas trop, mais je crois par contre qu'on peut essayer d'améliorer un certain nombre de situations, qu'on peut mieux accompagner les victimes de violences sexuelles et sexistes. Et ce qui m'a plu finalement, c'était de ne pas tout ramener à l'inceste, puisque Défragmenté n'accompagne pas spécifiquement des victimes de l'inceste, mais des victimes de violences sexuelles et sexistes. Et donc,
Ça, c'était quelque chose qui m'a touchée, et je suis très touchée aussi par une dimension qui est importante, je crois, pour toutes les personnes membres de Défragmenté, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'accompagner uniquement des femmes, mais c'est d'accompagner tout le monde. Que ce soit des personnes, des hommes, des femmes cisgenres, que ce soit des hommes ou des femmes transgenres, que ce soit des personnes non-binaires, des personnes fluides, des jeunes, des personnes moins jeunes. Ça, c'est quelque chose qui me semble très très important. Et puis, on accompagne vraiment tout le oui, monde. c'est ça. Je sens que c'est vraiment votre volonté. Et ça, c'est précieux pour moi. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit lors d'une de nos réunions, quand les foulées d'iris sont devenues les foulées d'iris et compagnie, je leur ai dit, mais un iris ne pousse jamais seul. Bon, il s'avère que c'est mon prénom, mais il y avait vraiment cette idée de me dire, mais oui, en fait, c'est une aventure collective. Et moi, je suis très heureuse que la deuxième personne qui rejoint l'aventure, ce soit un homme et une personne avec lui aussi un parcours atypique, quelqu'un aussi qui s'est questionné sur des questions qui me sont très chères aussi, concernant son identité, indépendamment d'ailleurs de la question du genre, hein, l'identité tout court, parce que je crois que quand on a vécu beaucoup de violence, la question de l'identité, elle est secouée, en fait. Voilà, moi j'ai été très secouée par rapport à ça. Alors, outre le point de départ dans ma vie, avec le fait d'être l'enfant issu d'un couple mixte, à la fois en termes d'origine sociale, que par rapport au fait que ma mère est une personne racisée, et ainsi de suite, mais indépendamment on va dire, de mes origines, tout ce que j'ai vécu dans cette famille en termes de violence a fait que oui, la question de à la fois quelle est ma place et quelle est mon identité ont été vraiment au cœur de mes préoccupations sur le plan psychologique. On se construit de toute façon en fonction de notre éducation, de notre environnement familial, etc. Si je prends mon exemple, par exemple, moi c'est vrai que je me suis construite dans ma vie amoureuse hyper bizarrement, puisque finalement ma vraie première histoire, enfin vraie première, entre gros guillemets, puisque ce n'était pas une histoire d'amour, mais finalement de mes 17 à mes 20 ans, j'ai calé vraiment toutes les bases de ma future vie amoureuse sur de la merde, clairement, sur des agressions, sur des viols, sur de l'emprise, de la manipulation, enfin vraiment terrible quoi. Et puis même au-delà de ça, je me suis aussi construite à travers mon psychotraumatisme. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, mais en fait, c'est vraiment une redécouverte de soi et une redécouverte complète de son identité, de qui on est, de qui on aurait pu être si c'était pas passé ça. Enfin, c'est hyper complexe. Ouais, c'est vraiment très très complexe. Et puis, à l'intérieur de tout ça, reconnaître quand même effectivement qu'est-ce qui relève du libre arbitre, quels sont les choix qu'on a fait indépendamment de ces douleurs-là. Voilà, moi ça reste des questions que je me pose encore. Alors il y en a, voilà, il y a des domaines dans lesquels c'est évident pour moi. Que ça n'a rien à voir avec mes traumatismes ou avec des pans de mon histoire. Mais voilà, parfois de dénouer les choses, de les voir clairement, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que quand j'ai su que Noah rejoignait l'aventure, ça me touche aussi de savoir que cette personne a un parcours dans lequel je peux reconnaître en tout cas certaines de mes pensées, de mes questionnements et de mes préoccupations. Et voilà, et donc je suis vraiment très heureuse, malgré mes doutes concernant mes capacités à accomplir mes prochaines aventures. Mais bon, ça c'est un peu comme lorsqu'on commence un nouveau texte et qu'on est devant une page blanche, on se demande comment on a fait le précédent. Oui. Donc voilà, j'ai mes doutes et mes peurs, mais je suis portée par cet engagement, par ce désir effectivement de faire partie de l'aventure de Défragmenté. Alors,
J'éprouve pas nécessairement de fierté. J'essaie de cultiver parfois le sentiment de fierté, mais c'est pas forcément un sentiment que je ressens souvent. Mais en tout cas, oui, je ressens de la joie, une forme de satisfaction et de soulagement aussi, de me dire, ok, là, je fais ça pour moi, c'est important, mais je le fais aussi parce que ça me tient à cœur que les gens arrêtent de détourner le regard, arrêtent d'être dans le déni. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne contribue pas à permettre financièrement qu'on accompagne des victimes de VSS, à ce qu'elles soient accompagnées avant la révélation, pendant et après, même si ça n'a pas lieu, si quelqu'un suite à avoir entendu parler de Défragmenté, un témoignage, que ce soit le mien, celui de Noah ou d'autres personnes, que ce soit des gens qui ont envie et la possibilité d'en parler ouvertement. Parce que moi, j'ai cette possibilité, mais aussi parce que je me la suis... j'ai envie de dire, je la défends, je me bats pour ça quelque part. Et puis ça a des conséquences. La conséquence, entre autres aujourd'hui, c'est que je n'ai aucun lien avec ma famille. C'est-à-dire que pour pouvoir parler comme je le fais, ça a un coût à la fois émotionnellement, mais ça a aussi un coût socialement. Moi, je peux pas compter sur certaines personnes parce que je leur ai parlé de ça, clairement. Donc en fait, de participer à cette aventure, c'est vraiment encourager, non pas la parole, ou qu'il y ait d'autres personnes qui en parlent nécessairement, ça c'est à chacun, chacune de faire de son mieux et en fonction de ses possibilités. Mais ce qui me tient à cœur, c'est de me dire, voilà, une fois de plus, rappeler aux gens que je me crois déjà, essayer de me le dire à moi-même, que je me crois, que je crois les autres, qu'on n'est pas des fous, des folles, là, on n'est pas là en train de... on ne tire aucun plaisir, aucun avantage à porter de telles accusations. Il n'y a aucun bonheur d'avoir... Voilà. Donc, aucun bonheur de vivre avec un psychotrauma, avec un stress post-traumatique. Parce qu'en fait, en plus, il y avait des conséquences que par rapport à nos familles. Mais enfin, en ce qui me concerne, ça a même des conséquences dans ma vie amoureuse, dans ma vie sociale. Donc, c'est pas... Mais ça a vraiment des conséquences sur tous les pans de la vie, en fait. C'est pas juste une seule partie qui est... comment dirais-je, impacté, en fait, c'est vraiment toute notre vie. C'est ça, et donc voilà, c'est vrai que sachant tout ça, continuer à courir pour Défragmenté, dont la prochaine course sera le 28 juin, ensuite il y aura l'Ultra Trail du Vercors, et j'ai même envie qu'il y ait d'autres courses, peut-être, ou une aventure, et puis ce qui est évident pour moi aujourd'hui, c'est que j'ai envie de le faire, que je continue ou pas à témoigner de mon vécu des violences intrafamiliales et de l'inceste. Parce que, en ce qui me concerne, parfois c'est douloureux, c'est fatigant, donc je sais que j'ai pas toujours... En fait, il s'agit pas de moi, voilà. C'est les foulées d'Iris, c'est plus les foulées d'Iris, c'est les foulées d'Iris et compagnie. Et Défragmenté, ce que je trouve assez beau, c'est cette idée de plusieurs fragments. C'est pas juste une ou des personnes. Donc j'aime la dimension vraiment collective à laquelle me renvoie Défragmenté. Et j'aime aussi que Défragmenté, pour moi, est le témoin d'une époque où, malgré les distances géographiques, nous sommes capables, hommes et femmes et personnes non binaires, de trouver des moyens, de nous écouter, de nous parler et de travailler ensemble. Pour moi, Défragmenté, c'est ça aussi. Je trouve ça extraordinaire de me dire que chacune dans notre région, voire même dans un autre pays, dispatchée vraiment partout, et qu'on arrive ensemble à essayer de faire une différence. Et comme je l'avais dit plus tôt dans notre conversation, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était pas juste de parler de courir pour les victimes de violences sexuelles et sexistes. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le respect des droits des enfants. Et en fait, quand je pense à tout ce que nous faisons
pour moi, je me dis qu'on le fait pour nos enfants. Bien que je ne sois pas devenue mère et que je ne deviendrai pas mère. Mais voilà, moi, quand je le fais, je pense non seulement à celle que j'étais à un moment donné, alors j'ai pas besoin d'aller parler à mon enfant intérieur ou quoi que ce soit pour aller courir, heureusement pour moi, mais voilà, juste, voilà, je regarde les petites filles, les petits garçons qui y a autour de moi et je le fais pour elles et pour eux. Ouais, ça me tient vraiment à cœur. Et voilà, et puis je trouve ça chouette, quoi. Enfin, tu vois, de me dire, allez, on arrête d'avoir honte, quoi. Là, moi, par exemple, quand je porte mon t-shirt, les foulées d'iris et compagnie, et que je marche avec, bah c'est ma manière à moi de dire j'ai pas honte en fait, j'ai pas à avoir honte, j'ai rien fait de mal, enfin si j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie, mais en tout cas je ne suis pas responsable du climat dans lequel j'ai vécu, je ne suis pas responsable d'avoir été d'une certaine manière héritière de cette violence qui est à la fois la violence des familles dans laquelle j'ai grandi, mais qui est aussi une violence, c'est la violence de notre société. Dans toutes les classes sociales, dans tous les pays du monde. Voilà, c'est pas juste ce qui se passe en Palestine ou en Ukraine. Non, c'est notre violence à nous. On est tous concernés. Et donc, quand moi, ne serait-ce que ça, quand je porte ce t-shirt et que je dis, où il est explicitement écrit que je cours pour les victimes de l'inceste et les victimes de violences sexuelles et sexistes, c'est ma manière à moi d'avancer avec... En me tenant droite dans mes bottes et sans avoir honte. Et ça, c'est très, très important pour moi. Je ne veux plus avoir honte de quoi que ce soit. Et je veux assumer, comme je le disais tout à l'heure, le fait que, et à la fois, j'ai été victime, et à la fois, moi, j'ai fait partie du problème en sachant pas, par exemple, quand on n'a pas appris ce que c'est le consentement, et bien parfois dans sa vie intime et personnelle, respecter le consentement d'autrui est quelque chose qui n'est pas évident. Donc moi j'ai pris conscience par exemple que il y a des moments où je n'ai pas respecté ou la fameuse zone grise là dont les gens parlent, et voilà. Et donc aujourd'hui pour moi courir pour l'association Défragmentée, vous soutenir vous en tant qu'association, mais soutenir aussi les victimes de VSS, c'est ma manière à moi, aujourd'hui, ça évoluera peut-être, mais d'embrasser la complexité du monde, d'embrasser ma complexité et de faire la paix et de me dire qu'en fait, j'ai à la fois envie de m'écouter, mais d'écouter toutes les personnes, et je pense que ça sera peut-être quelque chose dont je serai capable plus tard, mais d'écouter aussi les personnes qui ont commis certaines actions désastreuses, si ce n'est que, voilà, ça sera pas avec mes proches. Moi, j'ai absolument aucune envie de reparler à mon père, ni de porter plainte, mais par contre, j'ai envie de mettre mon énergie au service du bien-être des autres. Et soutenir Défragmenté, c'est ma manière de le faire. Quel message t'aurais envie de faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter ? Alors là, c'est pas un message qui me vient, mais la première chose, c'est j'aurais envie de souffler vraiment beaucoup de tendresse, de délicatesse aux autres. Et je viens de beaucoup parler, mais je crois que là pour ça en même temps. mais je crois que le message que j'aurais envie de passer, c'est vraiment écoutez-vous, faites confiance à vos corps, à la fois pour vous remettre en mouvement, malgré les angoisses, les paniques. Je crois profondément qu'on peut y arriver et qu'on y arrive aussi en étant accompagné. Moi, j'accompagne les autres, mais je continue à être accompagnée. Je continue à avoir des pratiques qui me permettent de réguler mon système nerveux. Il n'y a pratiquement aucun jour dans ma vie où je ne pratique pas de la méditation, de l'EFT et d'autres exercices de respiration pour me soutenir, pour me réguler. Mais voilà, oui, ce message, il est tout simple, c'est écoutez-vous, remettez-vous en mouvement,
et écouter les autres. Moi, je crois que le plus beau cadeau que je puisse faire au monde et que j'aurais envie que nous nous fassions tous, c'est écoutons-nous. Mais sincèrement, vraiment. Même s'il y a des jugements, même si ça fait peur d'écouter. Bien sûr, ça fait peur. Ça fait très très peur d'écouter. Oui. Et d'accueillir, pas juste d'écouter, non, c'est écouter et accueillir. Écoutons et accueillons tous ensemble l'autre. Ça peut faire très... je vois des petits oiseaux là, de Disney derrière moi quand je dis ça. Mais c'est vraiment ce passage-là. Et puis... si c'est trop difficile pour vous de parler directement de ce que vous avez vécu ou d'écouter la souffrance des autres, venez courir, venez courir avec moi sur une course, venez, Moi, quand je cours, je parle pas de ça. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans l'aventure, les foulées d'Iris et compagnie. N'hésitez pas, envoyer en DM des messages à Défragmenté pour poser des questions. Je crois qu'on a toujours à y gagner que d'avoir une bonne conversation. Voilà, moi je crois beaucoup au pouvoir de la conversation. C'est une des choses les plus précieuses dans ma vie, c'est les conversations que j'ai avec mes amis et avec les inconnus. Même quand c'est des gens qui me font vivre beaucoup d'inconfort, ça me permet de prendre la température. Tu vois, hier j'ai parlé avec des gens homophobes, je l'ai pas vu venir, j'étais hyper mal à l'aise, mais ça m'a permis de prendre le pouls de « Ah, tiens, j'en suis là, j'arrive à dire ça, j'arrive à me... » Voilà, j'étais pas sidérée, par exemple. Et ça, par exemple, pour moi, c'était une victoire. Hier, de me dire « Waouh, je n'ai pas basculé dans ce moment où j'ai l'impression que mon cerveau vient disjoncter et que je me sens angoissée, puis qu'après je me sens mal parce que je me dis mais pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Souvent quelque chose que j'ai vécu pendant toutes ces années, c'est la frustration de pas savoir me défendre, me protéger. Et hier, j'ai senti que j'avais réussi à prendre soin de moi. Donc c'est pour ça aussi que je trouve ça très précieux, les conversations, parce que quelque part, ça nous permet de nous confronter au monde, à la pensée des autres. Voilà, donc bon, ça fait plein de petits messages, mais déjà, pour les personnes qui auront écouté notre échange, je les remercie. Je crois que c'est peut-être ça le plus important. Merci d'avoir écouté, merci pour votre attention. Dans un monde où on est tous en train de créer, de partager, accorder vraiment son attention aux autres, c'est vraiment très précieux. Donc en fait, j'ai envie de fermer la boucle avec ce que j'avais dit au tout début, que pour moi, l'écoute, c'était très important. Donc en un seul mot, écoutons-nous. Enfin, en 2 mots, écoutons-nous. Merci beaucoup, Iris. Merci, Romane. Encore un grand merci à toi, Iris. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.